d'actualité, ou du moins je n'ai pas trouvé de choses à vous parler. Donc je vais revenir un peu en arrière, il y a 4 mois, avec l'annonce que nous a fait DJI. Vous avez dû en entendre parler avec leur annonce de Ronin le RS2 et le RSC2. Donc des Ronin, c'est les stabilisateurs que tout le monde connaît, qui sont maintenant très populaires. Stabilisateur à 3 axes de gimbal. Voilà, c'est ça. Thomas, t'en as un aussi. J'en ai un et notre ami cadreur Jules derrière aussi. Tous un gimbal. Donc voilà, c'est très connu et très répandu. Donc c'était pour rendre accessible et simplifier l'utilisation d'un Steadicam qui est quand même encombrant et qui demande une technique très importante. Aussi, le Ronin, il faut apprendre à le maîtriser pour avoir des beaux mouvements, mais c'est plus accessible et c'est plus facile. En termes de prix, le prix est beaucoup plus faible, l'équipement est plus léger. On est sur le RSC2. De première RSC2, on est 450 avec le 450 avec le bundle. Si je dis pas de bêtises. On est sur du 450 sur le RSC2 et du 800-850 sur le RSC. Donc RSC qui est plus gros, qui peut transporter des plus gros boîtiers. Le RS, qui peut forcément des plus gros boîtiers, voire des… justement, désolé. Alors, justement, là, pourquoi la sortie de ces nouveaux modèles, le RS2 et le RSC2, qui vont remplacer les déjà existants S et SC qui ont été… le S qui a fait son chemin et le SC qui était plus récent et qui a permis de rendre encore plus petit pour accueillir des appareils un peu plus légers, vraiment des mirrorless, même sans objectif, des trucs vraiment plus petits. Donc là, je vais faire un petit point technique un peu long, mais après, je vais venir rapidement dans plutôt de présentation de produits. Donc on a une évolution pour le Ronin S. Il est passé de 3,6 kg en charge maximale à 4,5. C'est quand même une belle évolution. Ça peut accueillir des petites caméras un peu plus ciné. Par exemple, j'ai regardé une FS7 avec optique tout monté, ça fait 4,5 kg. Donc après, à voir si l'encombrement, voilà, c'est plus encombrant. Mais déjà d'un point de vue poids, Alexa, ça se fait pas mal. Alexa et Red, ça rentre bien. Sur un gimbal. Ouais, ça rentre sur surtout sur les petites et carrées en fait, tu sais. Donc elle rentre et après avec les optiques, selon si on met pas une trop grande optique, ça peut se faire. Après le SC qui va maintenant permettre de reprendre un peu une partie de la partie basse du S. En passant sa charge de 2 à 3 kg, c'est quand même pas mal. Par exemple, je sais, toi, tu l'utilises le SC avec un A7 et t'étais presque à la limite. On est sur… non, il y avait de la marge. Ouais, mais tu as de la marge, mais si tu avais un zoom qui sortait beaucoup, c'était plus dur. Enfin, je n'ai pas des gros objectifs, mais sinon, honnêtement, avec un A7, ça passe large, mais 1000 fois. Parce que même sur le SC, on peut mettre des gros boîtiers. On peut mettre 2 kilos, quoi. Le OS5D, le S5D qui est très lourd et qui passe largement sur un SC. Donc aussi, ces nouvelles générations, elles permettent d'avoir un encombrement plus faible avec le S2 qui se démonte un peu plus facilement, qui est un peu plus compact. Aussi le SC2, je vais me perdre dans les noms, c'est un peu compliqué, ils sont trop proches, mais là ça devrait aller. Il est pliable maintenant, ce qui fait que la poignée reste à demeure, on a pu à remettre la poignée qui faisait la batterie. Donc là maintenant elle est dedans, donc ça se plie, on pourra voir sur des photos qu'on vous mettra en montage. Donc c'est quelque chose qui est rendu compact, qui rend une petite pochette qui se glisse plus facilement dans un sac. Parce que déjà, le SC, les moteurs se bloquaient, donc ça permettait d'être… ce qui a été mis sur le S2, ce qui est bien, parce que les moteurs, ça devient maintenant, avec l'évolution, les petites features comme ça, elles deviennent des normes, les moteurs qui se bloquent. C'est pratique, que ce soit pour l'équilibrage ou pour le rangement. On n'avait pas sur le S. Ouais, et je sais que nous, on a tous un S et qu'au lycée, en BTS, on utilise un SC, on utilise un S. Et effectivement, pour stabiliser, on avait du mal parce qu'on devait tenir les moteurs, alors que sur le SC, on a juste à clipser un petit bouton. Et le S, en plus, les moteurs, quand on équilibre des grosses caméras avec beaucoup de poids, le moteur, en plus, il passe plus très bien. Donc, pour le ranger, il faut tout déséquilibrer. Donc, voilà. Encore, l'encombrement, c'est encore un point positif. Là, la grande nouveauté qui est apparue sur ces deux gimbals, c'est un écran. Donc pour le S, comme c'est un peu plus cher et avec un peu plus de fonctionnalités, c'est un écran LCD couleur. Et pour le SC2, c'est un écran
noir et blanc, non tactile. Noir et blanc. Ah ouais, c'est juste un écran pour afficher de l'information. Je ne savais même pas qu'il était noir et blanc sur le Si, c'est vraiment un truc parce que de contraste. DJI, il a vraiment pas mis en avant dans ses photos. Parce que dans toutes les photos que j'ai vues des pubs, parce que c'était sur les réseaux, il y avait un écran LCD couleur. Et c'est l'info que je viens de choper, je ne savais même pas. Voilà, c'est parce que c'est pour du coup garder l'effet de gamme. Aussi, sur le S, il est tactile, le SC, il n'est pas là. Mais ça, c'est du plus. Voilà, oui, mais non, c'est très pratique pour naviguer dans les menus quand même l'écran tactile, sinon il faut aller… Mais déjà, on peut naviguer dans les menus, c'est une nouvelle fonctionnalité. Avant, il fallait avoir son téléphone, le connecter pour paramétrer. Là, maintenant, on peut passer d'un mode, par exemple, avec juste le pan ou autre, plus facilement à configurer. Après est-ce que l'écran est assez petit, non? L'écran est petit, c'est pas pour avoir de l'info, c'est juste pour choisir les menus, c'est pas pour vidéo. Alors, je pense que c'est plus du gadget. Je pense que c'est plus du gadget parce que sur le je pense vraiment à l'usage. SC2 ou sur le S, sur le SC et sur le S, on avait déjà le bouton faire mode 1, mode 2, mode 3, donc on peut déjà préconfigurer. Mais après, si tu voulais le changer pendant ton court tournage, bon, c'est pas tout le temps. Après, est-ce que c'est vraiment justifié parce que les prix ont augmenté? Les prix n'ont pas augmenté, je pense que c'est pas ça qui a fait augmenter les prix. C'est plus les fonctionnalités. Par exemple, pour le SC, c'est toute la technologie de charnière qui se défait, qui quand même permet de tenir encore, on le verra dans les vidéos de présentation qui défilent là, c'est quand même pas mal parce qu'il fallait tout concevoir, il fallait faire quelque chose de solide. Parce que quand on a un appareil, on veut le casser non plus, qui s'arrache. Bon, on n'avait pas ces problèmes-là sur la gamme. Non, mais voilà, maintenant qu'il y a une charnière, il y a un peu plus de fragilité. L'écran LCD, il permet, alors je reviendrai sur la partie S, l'écran LCD couleur du S qui est tactile, il va nous permettre d'avoir des fonctionnalités que je vais réévoquer tout de suite. Après, donc on a aussi le low mode qui était quelque chose qui était difficilement accessible. Donc low mode, c'est quand on va pencher vers le bas pour être à terre et on va avoir une poignée par le dessus. Avec le SC, il se fait du fait de sa nacelle qui se déplie, donc la poignée va rester au-dessus. Et avec le S, c'est un accessoire qui est vendu. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils sont dans le pack de base ou sinon il faut l'acheter à part. C'est une petite poignée, c'est la petite poignée? Ouais, alors après il y a la poignée pour le tenir à deux mains, mais tu as une petite poignée pour passer au-dessus. Voilà, ce qui est pas mal, ce qui est pratique quand on veut faire des plans à terre plutôt que de tenir. Sinon c'était difficile et c'est quelque chose qui est proposé sur les Ion qui sont quand même concurrents de DJI. Ensuite, l'apparition d'un mode super smooth qui va éliminer en optimisant les capacités du stabilisateur, toutes les micro-vibrations qu'on peut avoir. Par exemple, si on posait sur un chariot et que le chariot il tremble un petit peu, ça peut permettre d'éliminer ça. Ouais, parce qu'on avait une stabilisation sur 3 axes, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas sur 5 axes. Ouais, là c'est une stabilisation. Alors je crois que c'est plus on reste sur 3 axes. Ouais, c'est les moteurs, il n'y a que 3 axes, mais c'est l'algorithme qui doit être différent. Parce que c'est vrai que sur 5 axes, on n'avait pas les 5 axes. Non. Après, 5 axes, c'est plus dans l'appareil selon ton capteur qui peut stabiliser. Parce qu'il te fait tes pannes, il te fait ton tilt, il te fait ton roll. Mais il ne va pas te faire, par exemple, le haut bas. Voilà, le bas et ça, c'est souvent un moment, un peu le walk. Quand tu marches, tu as souvent ce moment-là. Et sur une vibration, par exemple, tu mets ça sur un travelling ou tu as un petit haut bas qui ne va pas forcément compenser avec ton 3 axes et ton 5 axes. Donc ça permet, on le voit bien dans leur vidéo de démonstration avec des plans d'une voiture où le côté super smooth est assez efficace. Alors, une fonctionnalité qui existait déjà, c'est l'Active Track. L'Active Track qui était déjà présent sur la génération précédente, mais qui passait à travers le téléphone. C'est-à-dire qu'avec le petit accessoire qui était fourni pour fixer son téléphone, on venait l'installer sur l'appareil, donc équilibré, ce qui était devenu très dur et quasiment impossible de bien équilibrer. Ensuite, on utilisait le capteur du téléphone qui n'a pas du tout la même focale. Donc, en général, quand on faisait du tracking, s'il venait sur le bord, on n'était plus du tout dans le cadre de notre caméra. Ça ne marchait pas totalement. Et avec le S2, le tracking se fait directement avec l'image de la caméra parce qu'elle est reliée, elle est interprétée et il apparaît sur le petit écran, d'où l'intérêt de l'écran, qui va nous permettre de sélectionner par exemple le visage de quelqu'un et de suivre de façon plus précise et mieux que par le téléphone et plus simple. Encore plus mieux. Ouais, encore plus mieux, c'est ça. Mais on ne l'a pas sur le SC2. Alors, on a toujours la version précédente avec
Si on peut, parce que ça, ce tracking, il va venir avec ce que je vais vous présenter juste après, avec le nouveau boîtier qu'ils ont fait, qui est le boîtier Ravenai, comme ils l'ont appelé. C'est un boîtier de transmission HF. Donc, ce boîtier va permettre d'acquérir les informations de la caméra et de les transmettre. Et c'est ça qui va permettre de faire l'active track. Et qui va le permettre de le faire avec le SC en le transmettant sur le téléphone. Donc là, ce sera sur le téléphone quand même qu'on sélectionnera, mais ça passera quand même par l'image de la caméra. Okay. Donc ce boîtier, c'est un boîtier de transmission HF, donc qui va permettre de transmettre son image sur son téléphone. Cette transmission, elle est quand même très bien faite parce qu'elle permet quand même pas mal de fonctionnalités. Comme on peut remettre des marqueurs, par exemple, pour avoir des repères pour les barres quand on veut mettre des barres, qu'on veut changer le format, qu'on veut pas être en 16/9, qu'on veut mettre les barres de 35, on peut avoir les marqueurs qui s'affichent pour avoir déjà une idée quand on cadre, pour éviter de perdre une partie de l'information. Ce qui est pratique parce que souvent, sur des retours comme ça, même avec les applis qui sont fournis, il n'y a pas tout ça. Et là, c'est présent. On a le zebra et le picking, ce qui est aussi pratique pour bien exposer et faire le point sur son image. Ensuite, si on tourne en log, on peut mettre des luttes si on veut voir un aperçu. Directement donc, les luttes qu'on peut importer nous-mêmes dans l'application qui va nous. Donc là, le Ravenai, je n'ai pas précisé, mais il fonctionne avec l'application Ronin, donc il va nous permettre d'avoir le retour. Et en plus, j'ai comparé avec quelques produits plus professionnels qui sont utilisés dans le cinéma de transmission HF, et c'est plutôt qualitatif parce qu'il y a quand même une portée de 100 mètres. C'est un peu plus bas que la plupart des produits, mais 100 mètres, ça reste relativement convenable. Une portée de 100 mètres, comme je viens de le dire, et aussi une latence de 60 millisecondes, qui est totalement la norme, donc c'est très faible, c'est très correct. C'est ce qu'on trouve sur tout un tas d'autres produits. Alors, je vais présenter aussi un autre accessoire, parce que là, je vais m'orienter plus sur les accessoires que je trouve très intéressants et pertinents, comme le Ravenai, qui est une transmission HF relativement accessible, parce que c'est aux alentours de 150 €, comparé à des transmissions HF, c'est entre 500-600 € minimum. C'est quand même très agréable. Et sinon, c'est le 3D Focus System. Alors, ça fonctionne par technologie d'infrarouge. Donc, le principe, c'est que ça émet un petit infrarouge et ça va rebondir sur la surface. Et quand ça va revenir, il va interpréter la distance du sujet. C'est une technologie qui existe, qui est utilisée dans le cinéma, mais pas avec le même usage. C'est le Cinetape. Alors, c'est une marque, il y a quelques autres. Je crois Harry, ils en font aussi, mais bon, le plus connu, c'est le Cinetape qu'on voit tout le temps, qui est aussi utilisé, mais là, c'est des ultrasons. Donc, c'est un peu similaire. Le 3D Focus System de DJI, il a une portée plutôt correcte lorsqu'il y a la surface a une bonne réflectance qui va de 30 cm à 10 mètres, mais quand la réflectivité est plus faible, ça va seulement à 4 mètres. Comme par exemple, quand on a une surface noire ou quelque chose qui absorbe beaucoup. Avec une vitre, par contre, ça ne marchera plus parce que la lumière va traverser. Et par exemple, une plaque métallique, c'est quand même un truc idéal. Donc une voiture, alors là, c'est parfait. Ce système, il a l'intérêt, quand on a un autofocus, j'ai vu des tests de comparaison, c'est à peu près similaire, c'est pas forcément un très grand intérêt, c'est plus quand on a une optique qui ne supporte pas quand on utilise une optique cinéma qui n'a pas d'autofocus, c'est intéressant. Et ben voilà. C'est des produits que j'ai trouvé plutôt intéressants parce que DJI ne l'a pas présenté comme ça. Ils ont présenté un peu comme une invention, pas forcément une invention de leur part, mais c'est des produits du cinéma qu'ils ont essayé d'adapter, de simplifier pour le public, mais en détournant, par exemple, pour le 3D Focus, l'usage. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait. C'est comme déjà le Ronin lui-même, qui est un détournement du Steadicam. Donc, voilà. Ok, super.